Les Iraniens ont repris le mode d'emploi des Houthis. Ce que les Houthis ont fait dans le détroit de Bab el-Mandeb, ils l'ont fait dans le détroit d'Ormuz, mais en beaucoup plus grand. Ils l'ont fait de façon démesurée, et tout le monde attendait que l'autre chaussure tombe. Je voulais donc vous poser une autre question sur les implications mondiales de cette situation. Mardi, Ansar Allah, ou les Houthis comme on les appelle, ont poursuivi leurs frappes contre des navires liés à l'Arabie saoudite. Elles auraient jusqu'à présent fait 6 morts et 10 blessés. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en mer Rouge? Comment ce blocus a affecté le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb? Et ce que signifierait une fermeture complète pour l'économie mondiale? Les Houthis, à la fin de l'année 2023, ont fait une apparition assez spectaculaire sur la scène internationale. Ils existaient depuis longtemps, tout le monde les connaissait. Cela faisait déjà un bon moment qu'on voyait la guerre civile au Yémen. Mais en novembre 2023, les Houthis ont attaqué un navire, le Galaxy Leader, parce qu'il était lié à Israël. Son propriétaire était israélien. Ils ont capturé le navire. Les Houthis ont alors annoncé un blocus du détroit de Bab el-Mandeb contre tous les navires appartenant à des Israéliens ou liés à Israël. Or, ils peuvent aller très loin pour établir un lien avec Israël. C'est un peu le principe des 6 degrés de séparation avec Kevin Bacon. Ils trouvent des liens avec tout le monde et sur une période de 2 ans, ils ont forcé environ 10% du commerce mondial à contourner l'Afrique. Et ça, c'était considérable. Heureusement, nous avions une alternative. Nous pouvions contourner l'Afrique. Le voyage était plus long, mais c'était possible. Et donc, littéralement, jusqu'en septembre 2025, cela a continué. Nous n'avions pas vraiment vu le commerce reprendre. Puis, tout à coup, il a repris avec un cessez-le-feu à Gaza. Les Houthis ont annoncé « D'accord, nous pouvons faire revenir les navires ». Eh bien, une fois que la guerre de février 2026 entre les États-Unis et l'Iran a commencé, tout le monde s'est tourné vers les Houthis, parce que les Iraniens avaient repris le mode opératoire des Houthis. Ils ont fait, en gros, ce que les Houthis avaient fait à Bab el-Mandeb. Ils l'ont fait dans le détroit d'Ormuz, mais en beaucoup plus grand. Ils l'ont fait sous stéroïdes, et tout le monde attendait que l'autre chaussure tombe. C'est ce que nous avons vu le mois dernier quand les Houthis ont annoncé « Nous allons attaquer la navigation saoudienne ». Dans cette image, les Saoudiens sont devenus les Israéliens. Et c'est important, parce que les Saoudiens faisaient passer environ 4 millions de barils de pétrole par leur oléoduc, celui de Yanbu. C'était un soulagement majeur. Pas de quoi compenser les 20 millions de barils, mais c'était important. Et là, soudainement, vous fermez 2 des 3 voies de passage permettant à l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole. La seule qui lui reste ouverte, c'est le canal de Suez. Mais on ne peut pas faire passer des pétroliers entièrement chargés par le canal de Suez. Et l'autre jour, l'Égypte a subi une attaque de drones qui ont frappé un port situé à l'extérieur du canal de Suez. Les Houthis sont donc un acteur majeur dans cette affaire. Je veux dire, même s'ils sont un petit acteur sur la scène mondiale, ils démontrent qu'avec les technologies modernes, des drones aériens comme des drones de surface, on peut avoir un impact sur le transport maritime parce que le transport maritime est très réticent au risque. Il suffit de le menacer et ça va poser problème. Est-ce que c'était prévisible pour vous, enfin, les effets que cela aurait? Sur le détroit d'Ormuz, oui. Enfin, en gros, il y a eu les 2 années des Houthis en mer Rouge. Je veux dire, tout le monde, enfin, ça devrait être... J'ai moi-même travaillé pour l'armée pendant une brève période, et l'une des choses qu'on faisait, c'était d'examiner comment faire passer des navires de force par le détroit d'Ormuz si les Iraniens le fermaient. Aujourd'hui, cette technologie a changé avec l'utilisation des drones.
Les petits drones, les drones aériens, les drones de surface, vous savez, ne couleront pas les navires. Enfin, ils le peuvent, soyons clairs, ils peuvent couler des navires. Mais ils sont généralement trop petits pour ça. Cela dit, pour le transport maritime commercial, il suffit, en tant que civil, de lui faire peur. Et ce qu'on a vu se produire tout récemment, par exemple en mer Noire, c'est que les Ukrainiens ont mené une vaste campagne contre la navigation russe. Ils ont attaqué plus de 200 navires à l'aide de drones et, vous savez, exactement ce qu'on a vu se dérouler avec les Iraniens et ce qu'on a vu avec les Houthis, on le retrouve là aussi. On observe donc vraiment une convergence de ces technologies. Et vous savez, la marine marchande, ce n'est pas l'armée. Ce sont des civils. J'ai des conversations en permanence avec des responsables gouvernementaux et des militaires. Si vous dites à un militaire qu'il a 99% de chances de réussir, il se tape dans la main. Il se cogne le torse. On maîtrise ça. On maîtrise ça. Si vous dites à une entreprise commerciale « Hey, il y a 1% de risque de catastrophe totale et de perte complète », elle va se demander « Hey, comment est-ce qu'on réduit ça? Comment est-ce qu'on règle ça? » Parce que je ne peux pas me permettre de perdre mon navire et plus encore, de perdre les revenus qu'il rapporte. On vient justement de perdre un navire dans le détroit d'Ormuz. L'indemnisation de son assurance a été réglée. Ils ont reçu 11 millions de dollars. 11 millions de dollars, ça ne vous permet pas d'acheter un navire de remplacement. Ça ne couvre pas la cargaison et ça ne couvre certainement pas les 15 prochaines années d'exploitation de ce navire. Les navires commerciaux pêcheront toujours par excès de prudence. Et pour revenir à cette dérogation, quel effet a-t-elle eu sur les travailleurs américains et dans quelle mesure nuit-elle au transport maritime américain dans son ensemble? Eh bien, les États-Unis se trouvent dans une situation assez particulière. Ils mènent une opération militaire massive dans l'océan Indien. Par exemple, des navires de la marine marchande, des navires commerciaux, ainsi que des navires avec des marins marchands civils, soutiennent cette opération. Environ une douzaine de pétroliers et d'autres navires sont retirés du service commercial pour venir soutenir la marine. Il y a donc un besoin militaire en matière de transport maritime et on le voit à l'œuvre ici. L'objectif de la dérogation, c'était que si vous retiriez des navires du cabotage pour qu'ils accomplissent cette mission, vous les remplaciez éventuellement par des navires disponibles sur le marché libre. Ce n'est pas ce qui est fait. Au contraire, ce que nous constatons, c'est que ces dérogations sont accordées par le secrétaire à la guerre sans vraiment déterminer si, par exemple, des navires américains sont disponibles. Une dérogation a littéralement été accordée pour transporter des marchandises sur quelques kilomètres à Houston, au Texas. Les prendre dans une partie de Houston et les déposer dans une autre partie de Houston. Normalement, on se demanderait, y a-t-il un navire américain qui peut le faire? Y a-t-il des remorqueurs et des barges américains qui peuvent le faire? Cela n'a même pas été vérifié. Des emplois ont donc été perdus pour des équipages américains. Et surtout, cette dérogation a été prolongée. Au départ, elle était de 60 jours. Elle a maintenant été prolongée de 90 jours. Maintenant, nous avons une nouvelle prolongation. Et cette dernière prolongation est un peu différente. On peut en parler. Mais normalement, les navires concluraient des contrats à long terme. Du genre, je vais signer un contrat pour livrer votre pétrole, Chevron ou Phillips 66, au cours de l'année à venir. Eh bien maintenant, ils ne peuvent plus obtenir ces contrats parce que les compagnies pétrolières se disent « Attendez une minute. On pourrait peut-être faire venir un navire étranger moins cher, peut-être détenu par des Russes ou des Chinois, parce que la dérogation ne fait pas de distinction. » Elle dit, en substance, « Peu importe le pavillon sous lequel vous naviguez, l'origine de vos équipages, vous pouvez venir transporter ces cargaisons. »
Et une partie de ces cargaisons qui circulent à l'intérieur des États-Unis est expédiée vers des bases militaires américaines ou utilisée par le département de la Défense. Cela crée donc un problème, et plus important encore, cela prive la flotte commerciale américaine d'emplois et de marins. Cela réduit le nombre de navires qui passent par les chantiers de réparation, ce qui met en danger les capacités de réparation de la marine américaine, des gardes-côtes et de tous ceux qui les utilisent. C'est un système très interdépendant. En quelque sorte, chaque élément nourrit les autres. Et le problème, Katie, et c'est un problème que nous avons créé nous-mêmes, c'est que nous pensions pouvoir nous contenter d'une marine marchande commerciale très réduite. Nous n'en avions pas besoin parce que nous avions une marine militaire immense. Eh bien, nous avons découvert que ce n'était pas le cas. En réalité, il faut les deux.